Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans Je C'était Podcast. Cela fait déjà une semaine que l'Open d'Australie a débuté et nous sommes là au rendez-vous chaque jour pour essayer de vous offrir le meilleur compte-rendu possible de ce qu'il s'est passé à Melbourne la nuit précédente. T'es en forme, Phil? En pleine forme, Christelle, comme à chaque fois. Prêt à faire des nouvelles prédictions de dingue? Bon, je sais pas s'il était si exceptionnel que ça, mais on va Quand même, hein. essayer. On va essayer. Alors ce round-up quotidien, je vous avoue que c'est un marathon incomparable à un match en 5-7. Mais si vous appréciez, c'est le plus important. N'hésitez pas à nous le faire savoir d'ailleurs via les réseaux sociaux, YouTube. C'est toujours sympa d'avoir un petit feedback sur ce qu'on vous propose. Alors Phil, on connaît le nom des 16 derniers meilleurs joueurs dans le tableau masculin et féminin. Les troisièmes tours se sont terminés ce samedi en Australie. Cette journée a été marquée par le triomphe de trois ados américains, Alex Michelson, Lerner Teen et Ben Shelton, et aussi par les exploits d'un couple mythique, Gaël Monfils et Elina Svitolina. Ils ont tous les deux éliminé les numéros 4 mondiaux, masculins et féminins, Taylor Fritz et Yasmine Paolini de l'autre côté. Mais pour débuter ce tour d'horizon, on va parler de la performance d'Iga Swiatek, numéro 2 mondial. Elle a littéralement pulvérisé Emma Raducanu cette nuit, 6-1, 6-0 en 1h10. Elle était complètement dans la zone aujourd'hui, la Polonaise. Elle n'a perdu que 7 points sur son service et a délivré 24 coups gagnants pour seulement 12 fautes directes. J'avais l'impression que la balle m'écoutait, c'est ce qu'a déclaré Iga Swiatek en conférence de presse, tant elle faisait ce qu'elle voulait avec sa raquette. Elle a aussi expliqué que cet Open d'Australie était tout à fait différent par rapport à l'an dernier où elle n'avait pas eu un bon tirage, où elle était arrivée un petit peu plus fatiguée. Enfin, elle a parlé de Wim Fissette, dont elle est ravie, hein. Elle a déclaré: il me donne beaucoup de soutien et de compréhension, le plan de jeu est meilleur et j'ai été capable d'appliquer la tactique à la perfection aujourd'hui. Je me sens donc beaucoup plus relâchée et plus en confiance. Il n'y a rien à faire, le rôle du coach, ça joue énormément, hein. Oui, et puis Wim Fissette, il a énormément d'expérience à ce niveau-là aussi, hein. Quand on voit le CV qu'il a, c'est impressionnant. Il a l'habitude d'affronter, enfin, il a l'habitude, pas lui directement, enfin, d'avoir ses élèves qui affrontent les meilleurs joueurs du monde, les meilleures joueuses du monde. Donc, il commence à bien les connaître. Il utilise aussi énormément les datas. Donc, arrivé à ce niveau-là, on peut vraiment faire appel à l'intelligence artificielle. On peut engager beaucoup d'argent dans ces boîtes. Il y en a plusieurs qui proposent des statistiques et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est absolument impressionnant ce qu'on est capable de faire. On peut donc rentrer les spécificités d'une joueuse, mettre les spécificités de l'adversaire et puis l'intelligence artificielle peut carrément sortir un plan tactique. Mais non. Alors, oui, 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 non, c'est vraiment très, très surprenant. Et oui, mais t'es un grand fan de ça, grand fan des data, il les utilise beaucoup. Et donc, si Iga Swiatek répond à ça et aime bien ça aussi, ça peut effectivement bien matcher, quoi. Et toi, tu aimais bien utiliser les datas dans ton coaching? Alors, c'est toujours intéressant de les utiliser. Après, moi, je préfère les utiliser dans le développement parce que c'est très. Je vais prendre un exemple très concret. Après la première année avec Minen, les statistiques montraient son pourcentage de points gagnés sur les deuxièmes balles de service qui était absolument dramatique. Elle était en dehors du top 200. Ça, c'est une statistique qui est intéressante parce que ça permet de mettre en place un programme spécifique pendant la période foncière pour combler les lacunes montrées par ces statistiques. Après, pendant les matchs, on peut bien sûr les utiliser, c'est très intéressant. Je pense notamment à Bégou, qui ne sert jamais, jamais, absolument jamais une deuxième balle dans le revers de l'adversaire. C'est toujours une deuxième un peu slicée. Quand on voit les stats et qu'on voit nombre de points, nombre de deuxième balles servies côté revers zéro, on dit ok, ben tu peux attendre le retour ici et il ne t'arrivera rien. Donc dans des cas très spécifiques, c'est intéressant. Après, certains joueurs partent avec des statistiques et si les statistiques ne répondent pas clairement à ce qu'ils attendent, ça peut créer Ouais. aussi des conflits. Donc tout le monde est un peu différent par rapport à ça. Mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est impossible de s'en passer. Les statistiques, c'est un outil vraiment très très important, capital. Et il faut juste bien l'utiliser. Et je terminerai avec ça. Et aussi savoir qui on a en face de soi. Si le joueur est plus instinctif, ça ne va pas l'intéresser. S'il est assez calculateur,
réfléchi, ben, c'est sûr que ça peut être intéressant. Et pour revenir sur, ce match, entre Iga Swiatek et Emma Raducanu, bah, c'est vrai que, la vainqueur surprise de l'US Open 2021, Raducanu, elle bougeait bien, mais elle restait loin derrière sa ligne et donnait beaucoup trop de temps à Swiatek. L'intensité entre les 2 est ce qui a fait la différence. Emma Raducanu n'a pas joué de tournoi préparatoire non plus et lors des 2 premiers tours, elle avait affronté des adversaires qui faisaient beaucoup de fautes directes, ce qui n'était absolument pas le cas ici. Alors, il faut savoir qu'elle essaye aussi de se reconstruire, la Britannique, depuis quelques mois, après une année 2023 où elle n'a pratiquement pas joué en raison de nombreux pépins physiques. Elle a été opérée aux 2 poignets et aux pieds. Elle était redescendue à la 303e place mondiale et elle s'est donné les moyens pour tenter de résoudre ses problèmes de santé. Elle travaille désormais avec un spécialiste de la préparation physique, Yutaka Nakamura, bien connu dans le milieu du tennis. Il a notamment travaillé avec Maria Sharapova et Naomi Osaka. L'enjeu est donc la reconstruction de son corps. Emma Raducanu, toi qui l'as côtoyée, tu l'as travaillé un petit peu avec elle en 2020, c'est physiquement que le problème se trouve? Alors oui, parce qu'elle est fragile. Elle était opérée aux 2 poignets et son mauvais ranking est lié à ça, pas à ses qualités tennistiques. Cependant, il reste quand même, pour moi, un point fondamental, c'est de faire confiance dans son staff tennistique. Et là, on voit que ça reste toujours quand même compliqué parce que Ian Raducanu, son papa, est très présent et je sais que c'est lui qui pilote la carrière de sa fille. Alors c'est un ingénieur, un monsieur très brillant, très gentil, mais qui a une conception du tennis qui est euh, très spécifique. Alors ça marche, hein, elle est là, elle a gagné un grand chelem super jeune, etc. Donc ça peut fonctionner, mais même j'ai un peu peur qu'elle perde aussi beaucoup de temps par rapport à son développement tennistique parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle doit améliorer. Et tu l'as très très bien expliqué. Contre une Iga Swiatek, c'est absolument une énorme erreur tactique que de se mettre 2 mètres derrière et attendre que la fille va rater. Donc c'était pas la bonne approche. Donc voilà, pour moi, ce qui est important, c'est qu'elle fasse confiance dans un staff tennis, dans des coachs qui ont de l'expérience et qui ont des compétences et qui vont avoir le temps de travailler pour mettre les choses en place. Et la future adversaire, de Iga Swiatek, dans cet Australian Open se nomme Eva Lys, 128e joueuse mondiale, lucky loser dans ce tableau féminin. Je vous avais raconté sa formidable histoire dans mon podcast en solo jeudi. Eh bien, elle continue sa route. Elle est qualifiée pour les 8e de finale. Elle a battu Jacqueline Christian en 3-7. Incroyable quinzaine, hein, pour cette jeune femme de 23 ans. Tu la connais? Oui, oui, très très bien. Bah, Evali, c'est une donc allemande, très très chouette. Aussi, elle voyage avec sa famille toute l'année, c'est assez surprenant. Vraiment très gentille, très humble, et c'est une fille qui est du niveau. Enfin, maintenant, elle va grimper au classement, mais de un peu de Kate Minen. Donc, c'est des filles qu'on croise chaque Oui. semaine. Euh, et voilà, c'est le tennis féminin. Elle a un chouette tennis, elle est très complète, très athlétique. Mais en début de quinzaine, si tu m'avais dit Evalise va Ben se non. retrouver au 4e tour, ouais, je t'aurais dit pas sûr, quoi, pas sûr. Et pourtant, si. ce qui montre, euh, ce qui montre que bah, finalement, il y a toujours de la place pour tout le monde. Mais voilà, c'est chouette. C'est vraiment une chouette gamine, toute gentille, toute souriante, toute fraîche. Et donc, c'est bien d'avoir un peu des nouvelles têtes qui se présentent là et qui amènent un peu de fraîcheur aussi. Ouais et puis elle les a pas volées ses victoires, hein. À chaque fois, c'était des combats en 3-7. Elle y croit, elle est allée les chercher. Il faut un petit peu de chance au tirage, bien évidemment, mais il y a toujours comme ça dans un grand chelem, un conte de fées. Mais cette année, ce sera celui de Eva Lys. Alors l'une des favorites du tournoi, Elena Rybakina, elle est sortie victorieuse de son 3e tour face à Diana Yastremska, 6-3, 6-4. La nouvelle protégée de Goran Ivanisevic, 7e joueuse mondiale, a été très convaincante, même si elle estime devoir jouer encore plus vers l'avant. À noter qu'elle s'est fait soigner au dos sur le court, Elena Rybakina, pendant son match. Donc, espérons qu'elle n'ait pas de pépins physiques. Au prochain tour, elle affrontera Madison Keys, tombeuse de Danielle Collins. Et oui, Danielle Collins a perdu. Elle est entrée sur le court sous les huées du public après son one-woman show à la fin du 2e tour. Elle avait chambré le public australien en les remerciant de payer ses prochaines vacances 5 étoiles. Je suppose que tu as vu passer Oui. ces images incroyables. Donc le public a dû être ravi de la voir se faire battre par sa compatriote Madison Keys, 6-4, 6-4. Elle n'est pas allée un petit peu trop loin, selon toi, Danielle Collins? Alors, je ne me suis jamais retrouvé dans cette situation où tu te fais insulter par les gens et ça doit être terriblement compliqué.
Minen n'avait pas réagi comme ça, mais elle avait subi quand même la même foudre du public australien. Elle a dit, hein, souviens-toi elle ne s'était jamais sentie aussi mal sur un terrain de tennis. Et Euh, contre la même adversaire ah d'ailleurs, oui, et c'est pour ça contre que je la le même dis. adversaire. Ouais, ouais, contre la même australienne, quoi, donc avec un public très derrière finalement sa joueuse. Mmh. Djokovic a soutenu aussi énormément Ouais. Daniel Collins parce que aussi lui, il a vécu ce type de situation et donc bien sûr que il connaît le goût, le sentiment et c'est ce goût désagréable dans la bouche probablement qu'ils doivent avoir quand le public applaudit les fautes. Maintenant, je suis un peu mesuré aussi parce que je me dis les gens ont le droit de soutenir leur public, leurs joueuses. Hein, Oui. on a le droit de faire preuve de patriotisme. Je pense que le public ne s'acharne pas non plus contre les adversaires. Ils soutiennent ardemment leurs compatriotes. Et je fais juste je te raconte une petite anecdote parce que l'année passée, donc Kate Minen, elle jouait à l'US Open contre Venus Williams. Mmh. Et on s'attendait un peu à ce type-là d'atmosphère. Et la veille du match, je l'avais amené dans les tribunes où jouait Coco Gauff contre Sigmund. On a parlé de Sigmund il y a 2-3 jours. Et c'était pour lui faire prendre conscience de l'atmosphère et lui faire aussi prendre conscience que si le public soutient Coco Gauff, c'était pas le public ne s'acharnait pas contre Sigmund. Alors même quand on joue, c'est difficile de se rendre compte de ça. Mais donc moi j'avais fait ce petit exercice-là. Ici, j'ai pas vraiment vu le match et j'étais pas dans l'atmosphère du match. Alors c'est sûr que quand on voit que le public applaudit les doubles fautes, applaudit les fautes, mais le public applaudit aussi le fait que son joueur ou sa joueuse gagne le point, tu vois. Donc c'est pas toujours non plus il n'y a pas toujours des mauvaises intentions derrière ça. Donc Mmh. voilà. Après, ouais, elle a été fort, quoi. Elle a été fort. Bon, c'est son caractère. On connaît Collins, hein, c'est Folle un sacré furieuse. personnage. Oui, et il paraît que le public australien, autant il était, très réservé et très respectueux il y a une vingtaine d'années. J'écoutais, les commentaires notamment de Bertrand Milliard sur Eurosport, qui confirmait ce que je pensais parce que moi j'étais à l'Open d'Australie, en 2002-2003, et donc je me souviens que ce public était très respectueux, et aujourd'hui, il disait que c'était le jour et la nuit et qu'il y avait beaucoup moins de respect dans les tribunes qu'avant, que c'était devenu presque un des «pires» entre guillemets, publics, même par rapport aux Américains. Ouais, je m'en suis pas rendu compte, moi, l'année passée de ça, mais aussi, on ne s'est pas retrouvé sur des gros terrains contre des gros adversaires et encore moins contre des Australiens, donc c'est difficile à dire. Je fais toujours référence à ça, mais va à Paris, les Parisiens, ils sont terribles quand les joueurs français jouent aussi. Va aux États-Unis, les Américains font la même chose. Après, je pense que voilà, bon, ben, c'est une nouvelle génération. Il y a Mmh. probablement moins de respect par rapport un peu au code qu'offre le tennis. C'est quand même un sport un peu de gentleman, Mmh. où il y a une espèce un code de conduite qui est là, qui n'est pas clairement expliqué, mais enfin, on sait que le tennis, c'est un sport qui véhicule des valeurs de respect vis-à-vis de l'arbitrage, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de l'adversaire. Et ici, voilà, une jeune génération qui est peut-être pas au courant des codes, qui vit le sport différemment. Et c'est probablement un tournant, un tout petit peu, de ce nouveau public beaucoup plus jeune qui soutient avec un peu plus de ferveur ces joueurs. Voilà, ça fera probablement partie maintenant de l'atmosphère des Mmh. compétitions. Oui, tu parlais de Djokovic tout à l'heure, lui aussi, hein, s'est fortement agacé hier à la fin de son match contre Marac, par rapport au public qui, faisait des petites réflexions ou essayait de le perturber, et il a aussi été vraiment, très critique, et il semblait énervé alors qu'il menait largement, donc il faudra voir dans les prochains tours si ça va pas pouvoir, aussi avoir une incidence sur, son état mental, parce qu'il a l'air vraiment très, touchy de ce côté-là, Djoko. Oui, mais ça le fait très très bien jouer aussi. Et moi, j'ai le sentiment que de temps en temps, quand il est un peu sans énergie, ça peut vraiment l'aider. Donc, Mmh. Djokovic, il se nourrit de ça. Il a Mmh. cette force, Ouais. cette attitude de guerrier, de soldat, qui, au plus l'adversité est importante, au plus il arrive à trouver de la force, de l'énergie et du courage. Donc, il est Ouais. fait différemment. Je pense que ça va pas du tout le gêner. Il a tellement l'habitude. C'est arrivé tellement de fois, tellement de fois. Et pour revenir à nos moutons, comment elle va pouvoir embêter, la surpuissante Rybakina, Madison Keys?
Bah, elle est surpuissante aussi. Madison Keys, elle est capable de battre Rybakina. Madison Keys, elle a des hauts et des bas. Elle fait toujours des saisons un peu compliquées, mais c'est aussi une fille qui ne tourne pas à plein régime toute l'année. Mais elle est tout aussi forte que Rybakina. Elle sert tout aussi bien, elle frappe tout aussi fort, elle bouge tout aussi bien. Honnêtement, Madison Ski dans un bon jour, elle peut battre Rybakina. Pour moi, c'est du 50-50 parce que en Grand Chelem, souvent, Madison Keys, elle trouve l'énergie. Ce sont des filles qui sont un peu on et off pendant l'année, qui n'arrivent pas toujours à trouver la motivation sur des tournois un peu moins importants. Il y a un peu moins de points, il y a un peu moins de public, il y a un peu moins d'argent. Mais dans ces gros événements-là, elles sont différentes. Et Madison Keys, c'est une championne. Elle a déjà fait des finales en 2017 à l'US Open. L'année d'après, elle fait demi-finale aussi. Et aujourd'hui, elle est classée 13 au monde. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas battre Rybakina. En tous les cas, elle a le jeu pour le faire. Alors, tous les amoureux des plus beaux sourires du circuit que nous sommes, Phil, sont Ah, on est inconsolables triste. ce samedi Inconsolable. parce qu'on a subi 2 grosses pertes cette nuit. Ouais, Yasmine ouais, Paolini et Hans Jabeur. ouais. Les Ça, deux c'est plus trop. gentils. Oui, c'est trop. Bon, C'est injuste. Paolini, elle avait très bien débuté sa rencontre face à Elina Svitolina. Elle menait 6-2 avant que l'Ukrainienne parvienne à complètement changer la physionomie du match et remporte les 2 manches suivantes, 6-4, 6-0. Avec son service puissant et son très bon coup droit, l'Ukrainienne a fait plier Yasmine Paolini. Elina Svitolina, sans doute inspirée par l'exploit de son mari quelques heures plus tôt. On va en reparler, bien sûr. Mais elle a travaillé à l'académie de Justine Hénin, Svitolina. C'était pas une époque où toi, tu y travaillais? Non, elle est arrivée après. Elle a travaillé Longtemps? avec un coach hollandais. Elle y est restée moins d'un an, je pense, mais effectivement, elle est passée par là aussi. Encore une. Et Paolini quitte donc le tournoi dès le troisième tour, un Happy Slam qui ne lui réussit pas plus que ça. Yasmine Paolini, elle avait déjà été sortie au deuxième tour l'an passé, avant ses exploits à Roland-Garros et à Wimbledon, où elle a atteint la finale. En même temps, psychologiquement, elle arrive cette année avec un tout autre statut, l'italienne, celle de tête de série numéro 4. Ça doit pas être facile à assumer, ça. Non, parce qu'elle est montée très vite. Donc l'année passée, pour rappel, hein, finale à Roland et puis finale à Wim. Donc son ranking a explosé. Et souvent, si le classement monte, il faut monter avec son classement. Donc en termes d'expérience, de maturité, de gestion des attentes, ce nouveau statut, etc. Donc ça va être une année probablement difficile pour Paolini, qui devrait, espérons, se stabiliser à son ranking. Elle va apprendre, ça va être une année très riche pour elle, parce qu'elle va se retrouver avec ce statut-là. Finalement, on peut dire qu'il y a les chasseurs et il y a les chassés. Les chasseurs, ce sont ceux qui sont moins bien classés, et c'est toujours mentalement un peu plus facile d'être Oui. chasseur que d'être chassé. Et là, Paolini, cette année, elle va être un petit lapin à chasser, donc c'est différent pour elle. Et il va falloir qu'elle prenne un peu de temps pour le faire, mais je suis absolument convaincu que ça va aller parce qu'elle a de nouveau tout à fait les armes pour passer à travers ça. Oui, parce que bon, l'adversaire contre qui elle perd aujourd'hui, c'est quand même, une redoutable, joueuse et donc il ne faut pas qu'elle remette tout en question, Yasmine Paolini après, ce Non. premier échec, cette année. Mais elle a clairement manqué de résistance, tout comme Ons Jabeur qui s'est inclinée elle aussi en 3-7 face à l'américaine Emma Navarro. Ons était parvenue à revenir à une manche partout, mais elle s'est inclinée 6-3 dans le troisième. Emma Navarro, elle ne fait vraiment pas de bruit, cette américaine de 23 ans, mais elle est étonnante de régularité. Déjà demi-finaliste du dernier US Open et quart de finaliste à Wimbledon. Une joueuse qui évoluait encore sur le circuit ITF et WTA 125 en 2023, qui s'est hissée dans le top 50 à la fin de cette année-là et qui, depuis, ne cesse de grimper en flèche au classement. Elle est aujourd'hui 8e joueuse mondiale. Quelle progression! Oui, et je t'encourage à regarder une photo de Emma Navarro il y a 3 ans et une photo de Emma Navarro aujourd'hui, et tu verras la différence. La transformation physique de la joueuse. Et si elle a réussi à faire ça, c'est parce elle a pris conscience que si elle voulait se donner une chance de faire partie des meilleurs, il fallait que physiquement, elle soit une autre athlète. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle s'est complètement transformée, perdu du poids, pris du muscle. Elle est sèche, elle est athlétique. Et le tennis qu'elle propose est magnifique. Et donc, comme elle a réglé la problématique du physique, ce qui était compliqué pour elle avant, boum, elle est montée au classement. Et au prochain tour, Emma Navarro jouera contre Daria Kasatkina, qui s'est imposée 7-6, 6-1 face à Putintseva. Toi qui as travaillé avec Kasatkina, est-ce qu'elle a le jeu pour inquiéter Emma Navarro? Qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Alors,
Daria, elle déteste les filles qui frappent très très fort et elle n'aime pas quand elle n'a pas beaucoup de temps. Les spécificités de Kasatkina aujourd'hui, parce qu'elle joue un peu différemment qu'avec moi, c'est de faire un peu déjouer l'autre. Donc elle aime rester dans le point, rester dans l'échange. Elle conçoit le tennis, c'est vraiment une conception assez basique, c'est faire rater l'autre. Donc ça va être une opposition de style entre l'américaine qui va lui rentrer dedans et Dasha qui va défendre et essayer de faire travailler l'américaine le plus possible. Donc c'est un match super ouvert. Si Navarro arrive à agresser Kasatkina, à prendre la balle tôt et à la faire bouger, et surtout agresser le revers, elle pourra s'en sortir. Mais de nouveau, Kasatkina, elle défend très très bien. Donc c'est un match très ouvert. C'est aussi probablement du 50-50 avec une opposition de style intéressante à regarder. Pourquoi Navarro, elle aime bien aussi frapper fort? Oui, oui, mais elle varie bien aussi. Hein. Elle est assez complète, hein, Emma Navarro. Mais donc si Daria arrive à ne pas lui mettre trop de rythme et à contenir ses frappes du fond, elle a une bonne chance de s'en sortir. Alors, pour compléter ces huitièmes de finale féminin, Phil, Veronika Kudermetova a sorti la brésilienne Haddad Maia en 2-7, 6-4, 6-2. Elle jouera contre Elina Svitolina. Kudermetova, j'ai l'impression que ça fait des années qu'elle est sur le circuit. Oui, oui, c'est le cas. Et sa sœur joue très très bien aussi. Elle a un peu du mal à monter, mais elle a un potentiel magnifique. Passage difficile, hein. Enfin, depuis 2 ans, elle est un peu plus difficile, Kudermetova, mais liée à des problèmes privés aussi. Maintenant, tennistiquement, quelle joueuse, quel physique de nouveau. C'est très puissant, elle bouge très très bien, elle frappe très très fort, et donc elle est capable d'aller super loin aussi. Elle l'a pas encore fait, parce que je pense qu'il lui manque un peu ce capital confiance qui ne l'habite pas. Une fille qui doute beaucoup, qui stresse énormément, qui... Voilà, et c'est mentalement vraiment dur pour elle, mais tennistiquement et physiquement impressionnante. Alors, chez les messieurs, on va commencer par évoquer cet exploit monumental de Gaël Monfils, qui a fait vaciller le numéro 4 mondial Taylor Fritz 3-6, 7-5, 7-6, 6-4 pour son 19e Open d'Australie, sa 65e participation à un tournoi du Grand Chelem. Gaël Monfils était tout simplement dans un grand jour. Il avait un plan tactique très clair et il s'y est tenu. Il changeait de rythme en sliçant par moments. Il attaquait pas mal le long de la ligne. Il avait une couverture de terrain d'un gamin de 25 ans, le tout avec une mentalité exemplaire. En face, Taylor Fritz, qui était clairement le favori sur ce match, avait une grosse pression et ne trouvait pas la solution. On l'a entendu dire à plusieurs reprises: I can't hurt him, I can't pass by him. Je n'arrive pas à lui faire mal, je n'arrive pas à le dépasser. Il n'a pas été capable d'attaquer suffisamment. Vraiment une super maîtrise de Gaël Monfils, qui n'avait plus battu de top 5 dans un tournoi majeur depuis 2008. Là, il tient son match référence en Grand Chelem. Il est d'ailleurs, Phil, le deuxième homme le plus vieux depuis 1988 à aller en huitième de finale dans l'histoire du tournoi, après un certain Roger Federer qui l'a fait en 2020. Quelle performance! Oui, ben, ouais, tu as bien résumé le truc. Fritz impuissant face aux qualités de défense de mon fils. Hein, on en avait parlé hier. Il a fait le taf et l'attitude, comme tu le disais, parce il est heureux et il n'a pas peur de rester longtemps sur le terrain. Il n'a pas spécialement beaucoup d'attentes. Donc, cette notion-là, le plaisir, le challenge, les compétences tactiques, les qualités techniques et physiques. Et puis, Fritz, qui est lui, qui était le chassé, plutôt, n'a pas réussi à s'en sortir. Et honnêtement, je trouve que c'est chouette pour lui d'avoir. C'est chouette parce qu'on a quand même une génération qui va s'affronter. Djokovic, mon fils, d'un côté, tous les teenagers américains qui arrivent de l'autre. Et là, on risque d'avoir des matchs, des confrontations avec des gars qui ont presque 15 ans, 16 ans, 17 ans de différence. C'est juste irréel. Et donc ça, c'est fabuleux pour le tournoi. Oui, et à commencer par le prochain tour de Gaël Monfils. Ce sera le show à ne pas manquer, hein. Il va jouer contre l'Américain Ben Shelton, Oui. 22 ans, tombeur de Lorenzo Musetti en 4-7, 6-3, 3-6, 6-4, 7-6. Ben Shelton qui n'avait pas encore réussi à battre l'Italien lors de leurs deux précédentes confrontations et qui rejoint les huitièmes de finale pour la deuxième année consécutive. Ça va être un show, hein. Oui, on est un peu dans la même configuration du match de Fritz. Hein. Alors Shelton, il sert mieux que Fritz, évidemment. Ouais. Donc, mais on sait que Gaël Monfils, c'est d'abord avant tout un retourneur.
et on va avoir la même configuration. Donc, c'est un sacré challenge pour Shelton. Et mon fils pourrait se retrouver une fois de plus au tour suivant, hein, très clairement. Et l'autre Français engagé aujourd'hui n'a pas réussi à créer l'exploit, lui, comme l'a fait Gaël Monfils. Corentin Moutet était opposé à Lerner Tin, adolescent de 19 ans, tombeur de Danil Medvedev au tour précédent, hein, après ce marathon en près de 4h30 de match. Même profil de part et d'autre du filet, deux joueurs gauchers, Moutet et Tin. Moutet a très bien résisté dans le premier set en poussant son adversaire au jeu décisif, mais il a commis 5 fautes directes dans le tie-break et il a laissé passer l'occasion de faire la course en tête. Vraiment dommage. Dans le deuxième, l'Américain a élevé son niveau de jeu, nettement plus relâché pour s'imposer 6-3. Moutet a ensuite dû rendre les armes, diminué par une blessure à la hanche dans le troisième set. Score final 7-6, 6-3, 6-3. Lerner Tin, il confirme donc, après son combat exceptionnel du deuxième tour, je le disais, il a une nouvelle fois fait preuve d'une grande maturité, de beaucoup de calme, d'intelligence, de sérénité, très impressionnant. Pour sa première participation à l'Open d'Australie, il se qualifie pour la deuxième semaine. Et le dernier jeune homme de 19 ans à avoir atteint la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem se nommait, tu le sais, Phil? Oui, je sais. Au quiz Allez, tennis, je suis bon. Raphaël Nadal. bravo. Merci beaucoup. Rafa, Rafa, donc belle référence hein, là pour le l'Ernestine. Là, moi, il m'a tapé dans l'œil, hein. Il est vraiment, vraiment impressionnant. Corentin Moutet, par contre, pour revenir sur le français, il a expliqué avoir fait un malaise dans sa douche 45 minutes avant le début de son match et donc avoir été un peu déboussolé. Apparemment, il s'est réveillé, il était par terre. Waouh. Donc voilà, il n'était pas au top de sa forme le français. Alors, Leonortin, il croisera la route de Lorenzo Sonego en huitième de finale. L'Italien est dans une forme impériale. Après avoir sorti Joao Fonseca au deuxième tour, il s'est défait du Hongrois Fabian Marozan après avoir sauvé 3 balles de 2-7-0. Deux premiers sets très serrés qui se sont joués au tie-break. Et puis le Hongrois a lâché physiquement, mentalement aussi, laissant filer Sonego 6-7, 7-6, 6-1, 6-2. Il rejoint Yannick Sinner en deuxième semaine, deuxième italien. On va revenir sur Yannick Sinner tout de suite. Sinon, ça passe pour le chouchou du public, Alex de Minaur, seul Australien encore en lice sur les 10 qui étaient dans le tableau final. Il a bien réagi face à Francisco Cerundolo après avoir perdu le premier 7-7-5. Après 2h23 de match, de Minaur et Cerundolo n'avaient disputé que 2 sets. C'est pour te dire un peu le combat auquel on a eu droit, exceptionnel. Après, Cerundolo était un peu émoussé physiquement et de Minaur a pu prendre le dessus. 5-7, 7-6, 6-3, 6-3. L'Australian Open est le seul tournoi du Grand Chelem où Alex de Minaur n'a pas réussi à atteindre les quarts de finale. Il lui reste une petite marche à franchir et ce sera contre Alex Michelsen, le jeune prodige de 20 ans. Mais Alex de Minaur, c'est un beau challenge pour lui, mais comme c'est difficile d'être prophète en son pays, toujours. Oui. Bah, parlons-en aux Français à Roland-Garros, hein, qui depuis 1983 cherche un vainqueur. Regarde à Wimbledon, les Anglais ont eu Oui. beaucoup, beaucoup de mal. Alors Andy Murray l'a fait, mais certains diront qu'il est plutôt écossais. Mais c'est compliqué et aux États-Unis aussi. Regarde pour le nombre de vainqueurs. Bah, alors maintenant, avec cette nouvelle génération, ça va être intéressant de voir comment ces Américains vont se comporter chez eux. Et ça reste effectivement difficile de bien jouer chez soi parce que, de nouveau, je pense que c'est compliqué de mesurer à quel point la pression, les attentes doivent être importantes. Déjà, pendant l'année, le sac est très, très lourd à porter sur les épaules pour ces joueurs qui sont obligés de gagner pour ramener un peu de points et un peu d'argent. Et là, quand on a le sentiment de devoir le faire pour une nation, waouh, qu'est-ce que ça doit être compliqué. Mm. Donc voilà, je me demande si Nadal, si Roland Garros avait été joué en Espagne, tu vois, si Nadal aurait fait la même chose. Et si Wimbledon s'était joué en Suisse, est-ce que Roger aurait gagné autant de fois aussi? On ne le saura jamais. Mais c'est une donnée qui n'est pas évidente pour Diminor. Et Alex Michelsen, son futur adversaire, s'est imposé en 3-7 face à Karen Khachanov, 6-3, 7-6, 6-2. Et on en vient au match de Yannick Sinner qui poursuit sa petite balade de santé à Melbourne. Il vient d'enquiller sa 17e victoire consécutive, sa 10e à l'Open d'Australie et sa 10e également en Grand Chelem. Il a battu l'Américain Marcos Giron, 42e mondial, 6-3, 6-4, 6-2. Même sans être impressionnant, Yannick Sinner, il a tenu son rang. L'une des clés du match, c'est que Sinner est parvenu à gagner 65% des points sur les deuxièmes balles de service de Marcos Giron, qui servait beaucoup trop court.
3-7 net sans bavure, même s'il n'était pas encore tout à fait convaincant. Sinner, encore pas mal de fautes directes, notamment côté coup droit, mais il n'a perdu qu'un seul set jusqu'à présent et il affrontera Holger Rune au prochain tour. Le match vient juste de se terminer. De nouveau, un gros combat qui s'est terminé tard dans la nuit à Melbourne. Holger Rune a réussi à déjouer le piège Miomir Kesmanovic et il est au tour suivant. Mais alors, je ne sais pas dans quel état physique Holger Rune, parce que depuis la fin du quatrième, il crampe. Il a appelé le kiné, il a un problème à la cuisse, il n'avançait plus. Donc, à mon avis, Sinner, il a dû être bien dans sa chambre d'hôtel s'il a regardé le match en train de se dire bon, épuisez-vous, les gars. Ouais. Je rencontrerai un de vous deux au prochain tour, mais ça pèsera vraiment dans la balance dans ce huitième de finale. Ça peut. Maintenant, il faut voir parce qu'on sait que Holger Rune, il est aussi capable de faire du show tout le temps, tout le temps, tout le temps, et simuler une blessure pour rentrer dans la tête de l'adversaire. Bah, c'est une stratégie qu'il peut faire. Donc, il simule une blessure, mais quand même, il s'en sort. Je dis, quand tu es blessé, que tu sais pas bouger, tu peux pas. Enfin, ça me semble compliqué d'aller au bout du cinquième. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, mais tu voyais, c'est vrai qu'on avait Andy Roddick à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, ce match complètement fou où il crampait complètement, il avait terminé, on se demande vraiment comment il avait terminé le match, il s'était fait remarquer quand il était tout jeune. J'ai vraiment eu l'impression de voir ça, Holger Rune, oui, alors est-ce que c'est de la comédie? Est-ce que c'est non, des alors souffres? je dis pas que c'est de la comédie ici, mais on sait qu'il est capable à un Oui, moment donné oui, de tout faire pour rentrer dans la tête de son adversaire. Tout oui, ça oui, pour répondre à clairement. la question. Si vraiment il y a quelque chose, effectivement, c'est à l'avantage de Sinner, c'est certain, parce que c'est son deuxième match en 5-7, donc à un moment donné, ça commence un tout petit peu à s'accumuler. Et pour battre Sinner, vaut mieux arriver frais physiquement. Donc voilà. Donc Ouais. bonne nouvelle pour Sinner et un peu moins bon pour le Danois. Oui, et Sinner qui a dit à la fin de son interview sur le terrain qu'il se méfiait si c'était Holger Rune qui passait parce qu'il avait déjà eu des gros combats contre lui. Donc, à mon avis, il aurait préféré Kesmanovic, mais Ouais. voilà, ce sera intéressant. Et malgré l'élimination de Marcos Giron face à Sinner, on retrouvera quand même 7 Américains. 4 chez les hommes, Mickelson, Tin, Shelton et Tommy Paul, et 3 chez les femmes, Madison Keys, Emma Navarro et Coco Gauff. Bon, ils reviennent bien. Ils ont eu Ouais. une petite période un peu moins bien, les Américains, mais là, Ouais, et tous pratiquement des universités, hein. ouais. Ouais, 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 tennis américain commence à retrouver. Ils ont adapté des choses, ils ont engagé des entraîneurs étrangers, ils ont changé la philosophie de travail. Quelques Français sont partis là-bas et maintenant, je pense que ça commence, depuis 2, 3 ans, ça commence à sortir. Les juniors sont là aussi, donc un peu à l'image de l'Italie, finalement. Ouais, Et c'est très bien parce que le tennis américain, ils ont quand même l'US Open, donc ils ont les moyens de mettre en place des bonnes politiques de formation en y incluant les études. Et c'est là où ça reste fabuleux quand même, comme tu viens de le dire. Malheureusement, en Europe, on n'est pas encore capable de faire ça. Mais le mmh, tennis américain se porte à merveille. Et c'est de bon augure pour les combats de Coupe Davis, hein, d'avoir des équipes, ouais. des pays, des nations comme ça qui viennent avec 4, 5 joueurs incroyables. C'est fabuleux. Oui, parce que Italie, États-Unis, moi je veux bien, hein, en Ah, finale tu de la Coupe m'étonnes. Davis. Ah oui, ça c'est sûr. 2020, ce serait pas mal. Et pour terminer ce podcast, Phil, un petit mot de nos Belges pour dire que l'Australian Open est définitivement terminé pour Elise Mertens. Elle et sa partenaire, l'Australienne Hélène Perez, ont été sorties au deuxième tour par Marta Kostiuk et Elena Gabriela Ruse, la partenaire d'Elise Mertens, qui a d'ailleurs pris une balle en pleine tête après une balle nette dans le deuxième set, donc elle a dû mettre un peu de glace. Ça n'a pas été une très bonne journée aujourd'hui pour la paire australo-belge. Et toujours côté belge, Sander Gille, associé au Polonais Zielinski, passe lui par contre au troisième tour. Sander et son partenaire sont venus à bout de la paire franco-brésilienne Grégoire Jack et Orlando Luz. Et demain, le tournoi commence pour Yelin Van Drome. Elle montera sur le court pour jouer son premier tour chez les juniors contre l'Australienne Koharu Nikishawa. On espère qu'elle va briller, Yelin, dans ce tournoi. Et pour l'anecdote, sachez que Cruz Hewitt, le fils de Leighton, a franchi le premier tour dans le tournoi junior garçon de cet Open d'Australie. J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il paraît que c'est une copie conforme de son Mhm. père sur le terrain, Mhm. Cruz Hewitt, qui avait d'ailleurs été sparring partner pour l'équipe Ouais. australienne de Coupe Davis tout récemment. Donc un bel avenir qui se profile pour lui.
Cruz et Witt. Mais merci Phil d'avoir été au rendez-vous, même Merci si on est Christelle. samedi. Oui, mais pas de congé pour les braves, hein. J'espère que je t'ai pas privé de ton petit footing du week-end. Ça a été fait à 6 heures ce matin, avant le Ah yoga, voilà, oui, qui était à 5 heures. je te reconnais bien Ben là. oui. Allez, c'est l'heure de la tasse de thé maintenant, Allez. du puzzle. À demain, Re- Christelle. Repose-toi bien et Ouais, à demain. Merci ciao. beaucoup Phil. Ciao, ciao.